Amis camping-caristes, bonjour. Un bonjour un peu particulier car aujourd'hui, nous sommes dans un lieu mythique, nous sommes au Cap-Nord, où je vais débuter une vidéo qui va durer un certain temps, parce que j'ai fait des prises de vue pendant tout le voyage, je vais faire de l'assemblage, mais là, en ce moment, au début du montage, nous sommes au Cap-Nord, nous sommes arrivés hier soir. Alors, on ne vient pas ici, je vous dis tout de suite, par hasard. Pourtant, nous sommes début mai. Je m'attendais à pas avoir beaucoup de neige. Mais les chasse-neige sur les routes, ils sont en action. Et puis, il a beaucoup neigé. Donc, tant mieux, parce qu'on a l'avantage d'avoir la lumière, c'est pas l'hiver, et la neige. Donc, sur cette vidéo, le but principal de cette vidéo, c'est la captation de Starlink Mini. Donc je vais vous faire voir ce que j'avais prévu de faire comme montage sur le toit, que je n'ai pas eu le temps de finir, et ce que j'ai fait en réalité. Et si ce que j'ai fait me paraît en fin de compte bien ou pas bien par rapport aux différentes captations. Donc 9000 km, je vais vous faire voir le trajet depuis chez nous jusqu'à ici, tous les pays qu'on a traversés, et vous dire ponctuellement, à chaque fois qu'on traverse un pays, comment ça captait, aussi bien en roulant qu'en étant à l'arrêt. Je vais aussi vous parler de l'antenne parabolique, jusqu'à quand j'ai réussi à capter Astra, et à partir de quand Astra ne captait plus, par rapport à la carte que donne certains sites, dont Astra, pour la couverture géographique de leurs antennes, en sachant que j'ai une antenne de 80-85 cm. Je vais en même temps aborder d'autres sujets, la consommation de courant, parce qu'évidemment avec la Starlink, je consomme plus. Et puis en règle générale, combien je consomme à peu près tous les jours, la consommation de carburant aussi, ça peut peut-être vous intéresser, et puis combien j'ai payé le carburant en 2025, dans les différents pays que j'ai traversés, la consommation de gasoil pour chauffage, qu'est-ce que je vais vous parler d'autre en même temps, de l'abonnement aussi, l'abonnement Starlink, parce que quand on part plus de 2 mois, théoriquement, on risque d'être coupé. Voilà, bon, il y a plein de sujets que je voudrais aborder, mais dans un premier temps, je vais vous faire voir, voilà, derrière ce que vous voyez, c'est le Cap-Nord. Alors, nous sommes une dizaine de camping-cars. Cette nuit, il y a eu un vent terrible, terrible, terrible. J'imagine même pas s'il avait fallu, bon, que ça capte pas, mais sortir la parabole, à mon avis, elle n'aurait pas tenu, elle serait partie, elle aurait été arrachée. Voilà, donc, c'est là que je vais débuter cette vidéo, que je vais monter, alors là, en redescendant, parce qu'on est monté par la Finlande. On a quand même eu des températures à moins 21 la nuit. Et là, on va redescendre par la Norvège, tranquillement, et je vais finir mon montage, et je posterai ça via l'antenne Starlink sur le réseau d'ici quelques jours, ou une semaine ou deux. Je ne sais pas encore, je vais faire mon petit montage le soir, tranquillement, dans le camping-car. Voilà. Donc, la suite, on sera plus au Cap-Nord. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui n'ont jamais regardé mes vidéos, je les invite à aller voir les vidéos de 39 à 44, où j'ai fait beaucoup d'essais sur les antennes Starlink, notamment la V2. Maintenant, je suis passé à la Mini, mais au niveau comparatif, c'est toujours intéressant de voir. D'ailleurs, si vous regardez l'écran à l'heure actuelle, j'ai mis la Mini par-dessus la V2. Vous voyez la différence de surface, évidemment, ça joue sur le pouvoir de captation de l'antenne, ce qui est le sujet principal de cette vidéo. J'avais prévu, justement pour améliorer la captation quand on est en déplacement, c'est ce que vous voyez à l'écran, c'est de pouvoir orienter automatiquement l'antenne vers la meilleure position préconisée par Starlink dans leur application, aussi bien à l'arrêt qu'en roulant. Donc l'idée était de faire un support motorisé,
hein, c'est ce que je montre, qui suivent les satellites. Bon, malheureusement, avant de partir au Cap Nord, je n'ai pas eu le temps de terminer. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fixé la Starlink Mini sur le toit du camping-car, à l'horizontale, sur l'ancien support que j'avais prévu pour la V2. Donc je l'ai rehaussé, j'ai remis une plaque de PVC par-dessus, et par-dessus, j'ai refait un support pour adapter à la Starlink Mini. Donc, à l'heure actuelle, l'antenne, je vais vous faire voir une photo, est à plat sur le toit, elle n'est pas motorisée. Et tout le voyage que je vais réaliser, ça sera exactement dans ces conditions-là, ce qui va permettre de voir ce que ça donne et est-ce que c'est vraiment nécessaire ou pas de motoriser l'antenne Starlink Mini. Alors voilà ce que j'ai réalisé pour fixer sur mon toit. La plaque que vous voyez sous la flèche verte, c'est une plaque de plastique que j'ai acheté, sur lequel j'ai fixé un encadrement que j'ai réalisé avec mon imprimante 3D en PLA, voilà, dans lequel on a posé dessus, vous voyez la flèche rouge, l'antenne. Et aux quatre coins, j'ai mis des vis avec un petit support pour éviter que ça se sauve en roulant avec le vent, mais surtout, ça me permet de pouvoir la démonter facilement et avoir accès en dessous au connecteur d'alimentation et également à la fiche RJ45 étanche. Voilà. Donc, je l'ai réalisé en PLA, et comme tout ce que je fais qui va en extérieur, par la suite, je pulvérise dessus un vernis de protection UV ou une résine époxy pour que ça résiste bien sûr, aux conditions extérieures. Là, vous avez la flèche bleue, j'ai rajouté un petit déflecteur pour éviter d'avoir trop de prise au vent en roulant. Au niveau de la flèche verte, c'est le convertisseur que j'ai mis, un convertisseur 12 volts 220 volts. Alors, j'en avais déjà acheté un quand je suis parti en Autriche, avec une puissance moindre, et c'était pas la même qualité. Et évidemment, ça n'a pas tenu, il est tombé en panne pendant le voyage. Ça, c'est un convertisseur qu'on peut trouver, que j'ai trouvé sur Amazon. Donc c'est un 12 volts 24 volts, et franchement il faut le faire parce que l'alimentation 12 volts, il y a des gros problèmes avec ça. Enfin, moi c'est ce que je préconise. Donc je suis passé en 24 volts, déjà ça permet d'avoir des câbles beaucoup plus fins pour passer la puissance. Et en termes de puissance, ici je suis sur du 240 watts je crois. Donc j'ai tapé fort puisque Starlink disent que maximum 70 watts de consommation, je suis passé à 240 pour être tranquille. À côté de ça, j'ai pas réutilisé le câble que donne Starlink avec l'antenne, donc Starlink livre un câble très grand avec l'antenne et une prise de 220 volts qui convertit en 36 volts. Donc ça, je l'utilise pas. J'ai acheté un petit câble comme ça sur Amazon à une vingtaine d'euros qui est prévu pour aller dans une prise allume-cigare. Donc j'ai coupé le fil au niveau de la prise allume-cigare et j'étais directement me raccorder au convertisseur. Et vous voyez sur la partie gauche, c'est la partie étanche. Alors je répète, l'antenne est IP67, c'est-à-dire qu'elle peut être sous 1 mètre d'eau. Bon, ça ne sera jamais le cas, mais c'est pour dire que c'est une très bonne protection contre l'humidité. Après, Starlink préconise une inclinaison, comme vous le voyez, de 20 degrés. C'est-à-dire que quand l'antenne est vendue avec son support, donc le pied qui se couche derrière, on a une inclinaison de 20 degrés. L'idéal, c'est de conserver cette inclinaison, ce qui ne sera pas le cas quand je vais le mettre à plat, comme je l'ai mis à plat sur le toit du camping-car. Pour ceux qui ne peuvent pas faire des supports adaptés et qui ne sont pas bricoleurs, on peut acheter dans le magasin Starlink un support, comme vous voyez à l'écran,
qui donne une certaine inclinaison, certainement les 20 degrés, à l'antenne. Par contre, pour moi, j'ai pas pris cette option-là parce que ça oblige de mettre l'inclinaison dans le sens du fonctionnement du camping-car. Et quand vous arrêtez, vous n'avez pas forcément la possibilité de vous garer face à la bonne orientation. Et si vous n'êtes pas face, là vous avez le phénomène inverse, c'est que vous avez une inclinaison dans le mauvais sens. Ce qui est pire que de rester pour moi à plat. Voilà ce que ça donne. Donc, et en plus de ça, vous allez le voir après sur la documentation, il n'y a pas de passage de câble pour aller dans le camping-car. Voilà. Eux, ils le préconisent sur leur documentation de mettre évidemment l'inclinaison face au sens de marche pour pas qu'il y ait de prise au vent. Déjà là, j'ai un doute concernant la prise au vent et la fixation de ce support. D'ailleurs, ils préconisent, comme vous pouvez le voir, de fixer de part en part sur le toit du camping-car le support, ce qui n'est pas toujours évident à faire. Et ce qui veut dire qu'il faut acheter des passes-câbles comme ça qu'on trouve dans le commerce, notamment pour les panneaux solaires. Sauf que c'est pas un problème de passer l'alimentation là-dedans. C'est-à-dire que si vous mettez l'embout étanche sur le Starlink, vous coupez, vous passez le fil, et puis en dessous, vous raccordez sur le convertisseur 12 volts, 24 volts. Par contre, si vous voulez brancher le câble Ethernet dessus, là, c'est pas possible de le couper, le câble Ethernet. D'un côté, c'est fait, c'est étanche, et de l'autre côté, vous avez la prise qui va aller sur le routeur externe. Et vous ne pouvez pas passer dans les passes-câbles, sauf à couper le câble Ethernet. Donc là, ils n'ont pas pensé à tout à ce niveau-là. Mais bon, ça existe. Ceux qui ne veulent, comme moi j'ai fait ici, utiliser le routeur interne. Tous les essais que je vais faire, là, c'est avec le routeur intégré dans l'antenne. Mais je vous ferai voir également que j'ai mis le câble sur l'antenne, que je n'ai pas raccordé, qui vient dans le camping-car, prêt à être raccordé sur un routeur externe. Alors, si vous regardez mes anciennes vidéos, vous allez voir, j'ai fait des tests avec le routeur externe sur l'antenne Starlink V2 et la Mini. Ça marche très bien, vous passez en Wi-Fi 6. Il n'y a vraiment pas besoin de ça dans le camping-car, vous êtes juste en dessous de l'antenne. L'antenne, elle est là, il n'y a pas besoin de Wi-Fi 6. D'avoir des débits importants, puisque j'ai les 2 télévisions qui peuvent fonctionner, plus des connexions Internet. Enfin bon, ça passe vraiment bien en termes de Wi-Fi. Mais si jamais vous voulez le faire, il y aura un problème pour passer le câble avec le support. Ça, c'est une chose qu'il va falloir que vous puissiez régler si vous voulez mettre un routeur externe. Et encore une fois, selon moi, ce n'est pas vraiment utile dans un camping-car. Néanmoins, je vous montre quand même l'installation que j'ai faite. Alors là, c'est la partie qui est juste en dessous l'antenne. Donc on voit au-dessus de la flèche verte passer au niveau du toit un tube en 15-21 dans lequel passe le câble d'alimentation. J'ai laissé sur le dessus le câble RJ45 pour le routeur. Ce que vous voyez là, en haut de la flèche verte, c'est le convertisseur. Après, au niveau de la flèche bleue, vous avez le routeur Wi-Fi 6 avec ses 4 antennes. Ce qu'on voit encore, et là au niveau de la flèche rouge, c'est une petite gaine dans lequel passe le câble d'alimentation. La batterie est en dessous, il faut bien remonter ça au niveau du toit. J'ai mis dans une petite gaine plastique, comment ça s'appelle, une petite goulotte, voilà, je cherchais le mot, le câble qui alimente bien sûr l'antenne. La petite lumière que vous voyez juste au-dessus, c'est pour me permettre de faire une petite luminosité. Bon, c'est pas obligé, parce que quand j'arrête l'antenne Starlink avec la télécommande, ça me permet de voir que c'est alimenté ou pas alimenté. Tout simplement. Donc, je le répète, le routeur Wi-Fi 6, pour moi, c'est pas nécessaire.
Mais si vous voulez le mettre, c'est pas bien compliqué à faire. En sachant quand même, aussi petite nuance, si vous branchez le CAP-RJ45 sur le routeur, sans alimenter le routeur, le nouveau routeur Wi-Fi en dessous, ça déconnecte automatiquement l'antenne, enfin le routeur de l'antenne. Par contre, si vous le débranchez, vous êtes obligé d'appuyer sur un bouton qui est derrière l'antenne pour réinitialiser l'antenne. Donc on ne fait pas tout à fait ce qu'on veut. On ne peut pas se dire je branche le routeur Wi-Fi, je le débranche. Non, là il faut monter sur le toit, débrancher, appuyer sur le bouton pour relancer une mise à zéro, hein, parce qu'il va falloir reparamétrer le nom du réseau et ainsi de suite, hein, les mots de passe. J'en profite pour vous faire voir au niveau de la goulotte qui descend, sur la droite, j'ai fait un petit support avec mon imprimante 3D pour glisser une petite tablette. Et sur le côté de la tablette à droite, j'ai fait une petite prise USB pour pouvoir alimenter la tablette. Donc il y a deux prises USB, une qui alimente la tablette, et sur l'autre, je peux brancher mon téléphone, mais également je peux mettre une petite liseuse, si je veux m'installer ici dans le coin, pour pouvoir avoir un petit peu d'éclairage. Et là, vous voyez, en fin de compte, ce que ça donne une fois que le rideau il est remis. Et ben, ça cache la tablette, on ne voit plus rien. On peut même le détendre un petit peu, le rideau, pour cacher complètement. Voilà concernant la petite installation qui a été faite. Alors, pour illustrer un petit peu mon retour d'expérience pour un peu plus d'un mois d'utilisation de la Starlink en partant de chez moi et en montant jusqu'au Cap Nord, un trajet de 9010 km exactement, à travers une bonne partie de l'Europe, vous allez voir ça. Donc j'ai fait différents tests tout au long du parcours, des tests en roulant, des tests à l'arrêt, sous des arbres, bon, pour vous dire un petit peu comment on capte avec la Starlink Mini à plat sur le toit. Donc si vous regardez la vidéo, j'ai traversé pas mal de pays et je vais en profiter pour vous donner, à titre d'information comme ça, le prix moyen du gasoil pays par pays. Alors moyen, il y a des pays où j'ai fait un seul plein, bon la moyenne elle est vite faite, et puis il y a d'autres pays où je suis resté plus longtemps, j'ai fait plus de trajets, j'ai fait plusieurs pleins. Mais ce que je vous donne, c'est des prix moyens. Alors, au niveau du déplacement, si vous regardez, je suis parti, donc moi j'habite en région parisienne, j'ai rejoint l'Allemagne. On va voir l'Allemagne. En Allemagne, la consommation, elle est de 1,62 € le litre de gasoil. Après l'Allemagne, nous avons traversé la République tchèque, la Tchéquie, avec un petit arrêt à Prague. Donc la Tchéquie, 1,30 €, c'est pas trop cher. Après, nous avons traversé la Pologne, 1,73 €. La Lituanie, 1,61 €. Donc, vous remarquerez que pour rentrer en Lituanie, on est passé entre l'enclave russe et la Biélorussie. J'ai tourné tout de suite à gauche pour rattraper le bordure de mer. On a suivi la mer pendant toute la traversée. Donc, là, on voit l'Estonie, 1,40 €. On a traversé la Finlande, moyenne 1,72 €. La Finlande, on l'a traversé dans tous les sens, puisqu'on a, traversé la zone des lacs. Il faut savoir qu'il y a plus de 200 000 lacs en Finlande. On a été un petit peu en Suède. Prix moyen global, 1,60 €. Rovaniemi, ça c'est le village du Père Noël, et c'est là qu'on passe le cercle polaire. Et après, c'est la Laponie, et on a la Laponie suédoise et la Laponie norvégienne. Et comme vous pouvez le voir, là, nous sommes partis à droite,
jusqu'à la frontière russe et jusqu'à Vardo. Vardo, on a fait demi-tour, on est revenu sur nos pas pour monter au Cap Nord. Et tout ça, ça fait 9010 km en un peu plus d'un mois. Voilà donc le périple. Donc je vais pas. Il y a plein de vidéos qui vous expliquent toutes les choses qu'il y a à voir. Hein. C'est pas le but de la chaîne. Le but de la chaîne, c'est vous dire ce qu'il en est au niveau de la captation. Alors, je vais déjà vous résumer la chose. Sur tous les jours, jamais je n'ai eu un problème de captation avec l'antenne, quel que soit l'endroit où on s'arrêtait. Vous allez voir dans les vidéos prochaines, y compris dans des zones assez touffues au niveau des arbres autour de nous. Contrairement à l'antenne parabolique qui avait des problèmes, parce que j'ai testé l'antenne parabolique, qui avait du mal à capter parce qu'il y avait des arbres, la Starlink passait très bien. Voilà, je vais vous montrer tout ça. Et également, en roulant, j'ai fait des tests. Y compris en arrivant au Cap Nord, hein, sur la route du Cap Nord, on a des débits en règle générale. Si on veut faire une synthèse tout de suite, on est quasiment toujours au-dessus de 100 mégabits en réception, et des fois ça monte à plus de 200 mégabits, aussi bien en roulant qu'à l'arrêt. Ça dépend un petit peu où on se situe, puis des conditions atmosphériques, mais on en reparlera. Au niveau des consommations aussi, on va regarder une chose. C'est que mon camping-car me donne la consommation moyenne. Alors j'ai relevé tout ce que j'ai mis de carburant dans le camping-car, mais j'ai eu une consommation sur les 9010 km de 10,1 litres. Donc à partir de cette consommation-là, théorique donnée par le camping-car, qui doit être juste à mon avis, et ce que réellement j'ai mis dans le réservoir, il y a une différence. Et cette différence, c'est quoi? C'est le chauffage gasoil que j'ai installé avant de partir. Et heureusement, parce que ici, il y a des gens qui ont des soucis avec le gaz, parce qu'on n'en trouve pas déjà en Finlande. Donc, et puis dans le nord de la Norvège non plus. Eh bien, il faut redescendre pour trouver une station GPL. Je parle du GPL. Hein. Donc la différence de consommation entre les 10 litres, 1 et ce que j'ai réellement mis, c'est la consommation réalisée par le chauffage pour chauffer le camping-car. Alors en sachant que dans le sud, enfin la Pologne, la République tchèque, et déjà ça commence à piquer la nuit, et puis plus ça va, plus c'est froid, et on a même eu des températures de moins 21 la nuit quand on était en Norvège. Voilà, donc on refera un petit point sur tout cela un peu plus tard. Voilà, nous sommes en Lettonie, au fond du monde. On a pris une route qui est pas goudronnée sur 13 km pour arriver à cet endroit-là où la mer est juste là derrière. Je vais faire un 360 degrés pour vous faire voir un petit peu. Le camping-car se situe, je l'ai mis dans une clairière pour pouvoir que l'antenne Starlink capte bien. Donc j'ai demandé à mon épouse de lancer l'antenne traditionnelle pour que vous puissiez voir la différence. Tu peux lancer s'il te plaît? Voilà, la grosse différence qu'il y a, je m'approche des fois que vous m'entendiez pas, entre la Starlink et l'antenne que vous voyez là-bas, c'est qu'elle a besoin d'une certaine inclinaison, d'un certain recul par rapport aux obstacles. Vous allez voir, tout à l'heure je l'ai testé quand même, elle va tourner, elle va faire 360 degrés, elle va pas trouver, elle va changer son inclinaison, voilà, elle a changé son inclinaison, elle va refaire un tour, elle va chercher, mais vous voyez, il y a des arbres tout autour, elle va pas trouver. Par contre, alors là je vais vous faire voir, je vais lancer un enregistrement sur mon téléphone, voilà, je vais mettre le son. Voilà, déjà, dans un premier temps, sur la carte, là, vous voyez où on est situé.
en bordure de mer, en Lettonie. On a traversé la Lituanie, la Pologne, enfin la République tchèque et l'Allemagne pour venir avant de venir ici. Après, on va monter Lettonie, donc de Lettonie en Estonie. On va traverser, on va débarquer à Helsinki, puis après on va monter au Cap Nord. Voilà, 13 000, 16 000 kilomètres, on verra bien. Donc je vais revenir sur le réseau Starlink. Vous voyez, ça tourne, ça trouve pas. Bon, je vais dire à mon épouse qu'elle coupe. Tu peux couper, s'il te plaît? Ça sert à rien, il n'y arrivera pas. Donc, regardons un petit peu où on en est. Si je prends, alors c'est la nouvelle application, elle est pas mal faite en fait. Hein. Les obstructions, bon, on voit bien là qu'il y en a pas mal tout autour, mais presque rien au-dessus, ce qui est tout à fait logique. Hein. Bon, il y a l'arbre qui est là, mais c'est pas ça qui va gêner énormément. Au niveau alignement, l'antenne est à plat, mais quand même, il nous donne un alignement. Alors, on voit que quand je suis chez moi, l'orientation est sur le nord de l'antenne, hein, si on la met inclinée comme il le préconise. Et quand on arrive ici, bah, c'est plus sur le sud. Voilà. Et comme je peux pas la faire tourner à la plat, évidemment, ça restera comme ça. Ah non, on va faire un test de débit. Et je vais lancer. Alors, ce test de débit, c'est un test de débit que reçoit l'antenne. C'est pas le débit qu'on reçoit sur le téléphone. Je vais expliquer un peu. Voilà, on est à 93 mégabits. L'antenne est donnée pour 100. Mais, comme vous voyez, quand même, il y a des obstructions sur les parties... oui, bonhomme. Ah, ça t'amuse, ça. Hein, voilà. 12 mégabits en émission. Je refais un test. Voilà, on dépasse, là. On est à 135 mégabits, 138, 147. Alors, ça change. C'est normal parce que les satellites se déplacent. Donc, au moment où on lance, si les satellites sont dans les angles, bah, ça va capter moins que s'ils sont juste au-dessus. Voilà. Donc ça, c'est un test pour savoir quel débit reçoit l'antenne. Après, vous avez un test avancé. Je vais vous le faire voir là. C'est le test, là, c'est entre le routeur et mon téléphone. Donc je vais lancer. Évidemment, entre le routeur et le téléphone, on a un débit qui est important, hein, mais ça n'a rien à voir avec le débit qu'on reçoit au niveau du satellite. 165 mégabits en réception, et mon téléphone émet sur le routeur. Voilà, 64, à peu près 64 mégabits. Ça, c'est une manière de voir les choses. Après, vous avez ici, c'est un autre test. C'est le test entre la réception Internet du routeur et en intégrant la réception sur mon téléphone. Alors, il faut savoir aussi que le débit que je mesure ici, c'est des fichiers que envoie, qu'on demande d'envoyer à Internet, et le système mesure le temps où il télécharge le fichier. Il faut savoir que ce temps-là, il est partagé avec le temps d'utilisation d'Internet. C'est-à-dire que mon épouse est en train de regarder la télévision dans le camping-car. Tout à l'heure, on avait 100 mégabits, mais c'est 100 mégabits de réception des paquets qu'on reçoit, hein, donc du fichier, auquel il faut ajouter ce qu'on consomme à côté. Évidemment, si je coupais la télévision, j'aurais plus de débit en réception. D'ailleurs, on le voit bien sur les vidéos. Quand je suis sur la route, je dépasse facilement les 200 mégabits parce que la télévision est coupée. Voilà, donc là, je reçois à 116 mégabits. Ça vient du satellite, ça passe par le routeur et ça arrive sur le téléphone. On est au fin fond d'une forêt. Les premières habitations sont à des kilomètres. Alors tout à l'heure, j'ai ma petite fille qui a cherché à me joindre au téléphone, elle n'a pas réussi.
normal. La 4G, la 5G, le téléphone passe pas ici. Donc, on est passé par WhatsApp. Voilà. Donc, avec WhatsApp, via Starlink, ça marche très bien. On n'a pas besoin de pouvoir capter au niveau du téléphone, chose qu'on peut pas faire ici. Bon, j'espère que j'ai été clair. Donc, voilà la petite différence, hein, c'est que avec l'antenne Starlink, il y a un angle de 110 degrés. Je me souviens plus si c'est 110, je crois que c'est 110 degrés par rapport à la V2. Donc, on passe très bien. Même s'il y a des arbres un peu sur les côtés, ça va. Par contre, si on est en dessous d'un arbre, ça m'est déjà arrivé, là, le débit est vraiment ralenti, mais on arrive quand même à en avoir, sauf si l'arbre, il est vraiment touffu, quoi. Mais si ce sont des arbres comme ça, là, même en dessous, d'ailleurs, je suis pas loin, hein. Voilà, il y a de l'obstruction, mais ça passe quand même. Voilà les différences que je peux vous donner. Vous avez bien vu. Ce qu'on peut pas capter pour la télévision, j'entends, hein, avec une parabole comme ça qui va chercher des satellites géostationnaires, avec Starlink et des satellites qui sont en basse altitude, et puis qui sont nombreux, hein, ça marche impeccable. Voilà. Voilà, donc je vous ai mis à l'écran un petit schéma qu'on trouve facilement sur Internet, hein. C'est une règle de base pour les satellites Astra, géostationnaires. Pour pouvoir bien les capter, il faut que l'inclinaison de l'antenne ait un certain angle, et que cet angle, alors je parle pour la partie au sud de l'Europe, hein, plus on monte, plus ça change, jusqu'à temps qu'on puisse plus capter. Faut que la parabole soit à 1,5 fois plus loin que l'obstacle. Donc j'ai fait un petit calcul ici. Si vous avez des arbres de 15 mètres à proximité, il faut que l'antenne soit à 22 mètres 50. Alors quand je parle de l'antenne, c'est le haut du toit du camping-car par rapport à la même base, bien sûr, d'élévation. Maintenant, si on prend l'antenne Starlink, l'antenne Starlink, bon là en bleu j'ai mis l'angle de 90 et en violet l'angle de 110 degrés. Cet angle de 110 degrés, toujours pour des obstacles de 15 mètres, il faut simplement être éloigné de 5 mètres 45 pour que ça puisse passer. C'est ce qui explique que dans la vidéo précédente, je pouvais parfaitement capter dans la clairière, chose qui était impossible avec la parabole. Alors, en termes de données, alors, évidemment, je vous ai dit que là, dans cette zone-là, je ne pouvais pas capter. Il y a beaucoup de zones comme ça dans les pays baltes où ça a été très difficile, hein, surtout quand on s'éloigne des routes. En Finlande et en Norvège, au niveau de la 4G, ça passe relativement bien, ils ont une bonne couverture. N'empêche que se pose après le nombre de gigaoctets disponibles sur son abonnement téléphonique. Moi, je suis un très gros consommateur. Il faut savoir qu'on a les deux télévisions qui tournent. Dès qu'il commence à faire un peu, un peu nuit, vers 18h, ça tourne jusque tard dans la nuit. Et ça, une télé en début de soirée et deux télés dans la nuit, plus le PC, enfin, tout ça fait que je vais vous faire voir les consommations que j'ai. Alors bien sûr, là, je ne me limite pas, hein. Regardons cette... Alors ça, c'est extrait de l'application Starlink, dans la partie compte. Donc là, quand je suis parti sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en 8 jours, j'ai consommé 245 gigaoctets avec des pointes par journée à 62. Là, vous avez un mois entier, hein, du 5 avril au 4 mai, 1,2 téraoctets. Oui, c'est énorme, hein. Et toujours 61 gigas en pointe, et là 74 gigas pour la partie jusqu'à aujourd'hui. Voilà, tout ça pour vous dire que quand on ne regarde pas, alors il faut savoir que j'ai les télévisions, j'ai le PC, quand je roule j'ai la radio, ou alors Amazon Music, là. Et quand je dialogue, quand je téléphone, je passe par WhatsApp. Donc tout ça fait, puis on est deux. Dans le camping-car à l'utiliser, tout ça fait que j'ai 1,2 téraoctets
de consommer sur un mois. Alors en termes de comparaison entre une antenne parabolique et Starlink, avec l'antenne parabolique, en fonction du diamètre, il y a des limites de captation dans le nord de l'Europe. Il y en a aussi ailleurs, hein, mais là, comme je suis dans le nord, je parle du nord de l'Europe. Alors je vais vous passer une petite vidéo que j'ai fait Romanini, qui est juste là où est situé le village du Père Noël. Et c'est là que mon antenne a décroché. Donc à la limite du cercle polaire, l'antenne de 85 que j'ai sur le toit ne capte plus. Après, je vais vous faire voir pour quelles raisons ça ne capte plus et quelles sont les limites des antennes. Donc regardons dans un premier temps la vidéo. Alors, nous sommes à Romagnoli. Donc, c'est la ville où il y a le village du Père Noël. Ici, nous sommes au village. Donc, dans la ville, l'antenne captait. Ici, on est à peu près 5 km au-dessus de la ville, dans le village du Père Noël. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est dégagé. Hein, les arbres là-bas, ils sont très loin. Impossible de capter. Donc, nous sommes pile à la limite. Alors, je laisse tourner le camping-car à cause du chauffage. Voilà, le village est là. Alors, évidemment, il est tôt le matin. Il n'y a personne encore. Et le cercle polaire, il passe juste là, dans le village. On va aller voir. Cercle polaire. Il passe, il passe, il passe. Voilà. Vous avez là-bas, tout au fond, des poteaux et sur le sol, il y a un trait qui est tracé. Ben, c'est le cercle polaire. Donc, la limite de captation d'une antenne de 80 cm, du moins la mienne, hein, c'est peut-être pas valable pour toutes les antennes, par rapport à la carte qu'a fournie Antarion, on est vraiment à la limite, hein, comme la carte l'indique. Il n'y a pas de mystère. Alors la carte, elle n'est pas hyper précise, mais on peut supposer que la limite se situe effectivement dans cette région. Et est-ce que c'est le hasard que ça corresponde au cercle polaire? Ça, j'en sais strictement rien. Comme vous pouvez le voir à l'écran, je vous ai mis le petit plan que donne Antarion, qui est très bien fait, et qui, pour différents diamètres d'antenne, donne les limites. Alors, en mauve, vous voyez 85 cm, on est à la limite du village du Père Noël. Alors, évidemment, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte pour bien capter. Le diamètre. Plus le diamètre est grand, mieux on capte. On le voit bien d'ailleurs sur la carte. Mais après, il y a aussi l'orientation. Hein, ça s'appelle l'azimut. L'élévation, hein, c'est-à-dire l'inclinaison de l'antenne. Et la polarisation. La polarisation, c'est le réglage de la tête. Hein, c'est la partie qui est au bout du bras devant la parabole, qui lui peut être orienté différemment. Bon, ça, en règle générale, on n'y touche pas. Et si on a pris une bonne antenne qui se règle automatiquement, on n'a besoin de rien toucher. D'ailleurs, c'est ce qu'il faut prendre. Et moi, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi ce camping-car-là. C'est que, bon, il n'y a pas que ça, bien sûr, hein, mais le fait était qu'il y avait une antenne de 85 cm, et c'est ce que je souhaitais, moi. Parce que comme je voulais me promener partout en Europe, je ne voulais pas être limité. À titre d'exemple, j'ai rencontré quelqu'un qui a une parabole de 60 cm, et ben, en haut de l'Estonie, c'était fini pour lui, il ne pouvait plus capter. Donc, diamètre 85 cm. Vous avez aussi d'autres cartes fournies par exemple par Astra, que vous voyez à l'écran, qui donnent à peu près les mêmes informations de couverture avec différents diamètres d'antenne. Sur cette vidéo-là, ce que vous voyez, c'est le village de Romanini, le village du Père Noël,
par rapport à la partie mauve, le haut de la partie mauve, ça correspond tout à fait à la limite de captation d'une antenne de 85 cm. Après, on peut faire des calculs, et ça c'est important aussi de le savoir, c'est que en fonction donc de l'antenne et de son azimut, hein, l'emplacement où on est, latitude, longitude, on peut calculer l'azimut et l'inclinaison. Et au village du Père Noël, c'est les informations que j'ai rentrées là, il nous calcule un angle de 14,88 degrés, disons 15 degrés. Moi, j'ai fait le calcul pour savoir avec un angle de 15 degrés, avec des arbres de 15 mètres de haut, comme j'ai fait précédemment, à quelle distance je devais me mettre. Et là, les calculs m'ont permis de déterminer 56 mètres. Donc au village du Père Noël, les arbres étaient loin, mais ils étaient peut-être pas à 56 mètres de mon antenne. Mais d'un autre côté, ils ne faisaient pas non plus 15 mètres de haut. Bon, admettons que les arbres m'aient un peu gêné sur ce site-là. De toute façon, en allant ailleurs, en montant encore un peu plus, le problème aurait été simplement légèrement déplacé. Vous avez aussi des tableaux. Alors dans le tableau que vous voyez, je vous ai mis donc toujours pareil les coordonnées du village du Père Noël et vous pouvez retrouver l'inclinaison nécessaire pour pouvoir capter. Ce qui permet aussi de vous montrer qu'au Cap Nord, donc en entrant les coordonnées du Cap Nord, et bien là on tombe sur une inclinaison encore plus basse, c'est-à-dire 10 degrés. Ce qui veut dire que l'antenne doit être quasiment à l'horizontale sur le toit du camping-car pour pouvoir capter au Cap Nord. Et là, il faut absolument avoir aucun obstacle à proximité, sinon ça passe pas. De toute façon, ça passe pas avec le diamètre. Mais bon, c'est pour vous expliquer que l'inclinaison a aussi son importance. Alors vous allez vous demander pourquoi je vous parle d'antenne parabolique sur une vidéo de retour d'expérience de la Starlink Mini. Tout simplement pour que les gens qui se posent la question est-ce que je dois installer une antenne Starlink ou une parabole puissent avoir des éléments de comparaison. Si vous restez en France ou en Espagne, au Portugal, une 60-70 cm doit suffire en parabole, mais vous n'avez pas Internet, bien entendu. Il y a aussi la différence de prix, parce qu'une antenne de 85 cm, alors il y a tous les prix, de toutes les qualités, mais grosso modo ça tourne dans les 2000 €, un peu moins, et une antenne Starlink c'est 300. Avec ces deltas de prix, ça représente quand même quelques mois d'abonnement. Alors les mois d'abonnement, quand je l'ai acheté, c'était à 59 €. On est passé à 72. Mais vous faites la différence de prix, vous divisez par 72 et vous allez voir combien de mois vous payez Starlink. En sachant qu'en plus, avec Starlink, vous avez Internet. Partout. Ça, on reviendra après. Je vais vous faire voir tout un tas de vidéos de captation en roulant ou dans de différents lieux. Concernant le poids aussi, une antenne Starlink, c'est donné 1,4 kg avec les câbles et le pied. Si on le met sur le toit, on n'a pas besoin d'avoir autant de longueur de câble. Et on n'a pas besoin du pied, mais on a besoin d'un support. Allez, grosso modo, on peut gagner, moi je dirais, à peu près 13 à 14 kg par rapport à une 85 cm. Il y a aussi le problème de la prise au vent. Alors, en roulant, il est évident que l'antenne crée une prise au vent, une antenne parabolique, qu'on n'a pas sur l'antenne Starlink, qui est extrêmement fine. Mais il y a aussi la prise au vent déployée. Et ça, vous allez voir tout à l'heure, je vais vous faire voir une vidéo, là où je suis. Je suis dans le bas des îles Lofoten, j'ai quitté le Cap Nord. On a passé une nuit ici, où le camping-car, malgré que je sois sur les vérins, le camping-car bougeait énormément, des rafales de vent énormes, et voilà, c'était même pas imaginable de sortir la parabole. Bon, de toute façon, j'ai l'antenne Starlink, mais je l'ai quand même fait
dans la journée, là, il y avait une accalmie et j'ai sorti pour voir si je captais avec la 85 cm dans le sud des îles Lofoten. Donc, je vous ferai voir ça tout à l'heure sur un petit plan. Ça passe. La 85 cm passe dans le bas de l'île. Donc la prise au vent, c'est important parce que moi j'ai déjà entendu l'antenne cogner quand on était en bordure de mer. Alors je ne vous parle pas au Cap Nord s'il avait fallu la sortir, parce que c'était pas possible de toute façon, elle aurait cassé, c'est sûr, ça serait arraché. Ici aussi d'ailleurs, il y a de fortes chances qu'il y aurait eu des dégâts. Donc la prise au vent, et il y a aussi eu la prise en glace. Quand j'étais au Cap Nord, l'antenne parabolique était bourrée de neige et de glace et j'aurais pas pu la déployer. Voilà. Donc maintenant, je vais vous faire voir différentes choses. Alors, comme je vous disais, nous sommes au bas des îles Lofoten. Nous avons, que je regarde, parcouru 10 750 km depuis que nous sommes partis de chez nous. Soit environ une cinquantaine de jours. Faire à Ricine, nous sommes arrêtés dans un terrain de camping. Pourquoi? Parce que le ferry est à côté. Nous devons le prendre demain à 7 heures, en sachant qu'il faut être 45 minutes avant. Donc on a préféré trouver un endroit tranquille et aussi pour faire un arrêt technique, c'est-à-dire des lessives, avant de poursuivre notre voyage. Ce que vous voyez à l'écran, bon, c'est une partie de notre parcours. Hein. À droite, vous avez la Finlande. Hein. On l'a zigzagué dans tous les sens et on est monté au Cap Nord pour redescendre sur la Norvège. Et on voit bien, à droite, vous avez la couverture des paraboles. Et vous voyez bien que la partie Lofoten correspond à l'endroit où je récupère le fonctionnement de l'antenne. Tout de suite après, je vous fais voir une vidéo que j'ai faite cette nuit. Je vais vous faire voir le vent qu'il y a eu ici. Et je vous ferai voir aussi la télévision qui fonctionnait, pas avec la parabole, hein, c'était impossible de la sortir, comme je vous ai dit, mais avec l'antenne Starlink. Je vous ferai voir aussi après, j'ai déplacé le camping-car dans le terrain de camping. Ça va vous faire voir en même temps comme il est pas mal situé face à la mer. Mais j'étais me mettre à l'abri de gros rochers pour pouvoir passer ma seconde nuit tranquille, avant le départ demain matin à la première heure. Il y a une tempête de vent pas possible. Pas une parabole de sortie, évidemment. Je ne suis pas sûr que ça résiste avec des vents pareils. Avec Starlink, il n'y a pas de souci. Hein. Ça fonctionne. Écoutez ça. Île Lofoten. Un vent incroyable cette nuit, comme vous avez pu le voir. Regardez les drapeaux, ça souffle encore bien là. Et j'étais garé ici en bas. J'ai déplacé le camping-car pour le mettre à l'abri des rochers. Alors ça gêne absolument pas pour capter avec Starlink. Avec la parabole, ça aurait été plus compliqué puisque évidemment, ça tombait pile sur le rocher. Avec le test que j'ai fait tout à l'heure. Bon, ici, je capte, donc, avec la parabole. Hein. Mais il est préférable de prendre la filtre le vent. Comme vous avez pu le voir, ça soufflait dans la nuit. Alors la nuit, il était 2 heures du matin. Mais ici, il faut savoir que le jour dure très longtemps. Ou du moins, la nuit dure très peu de temps. Là, on est quasiment au soleil de minuit, hein, à la date où nous sommes. Donc, ce qui permet de bien voir ce qui se passait. Donc, le vent venait de la terre vers la mer. Et sur la deuxième vidéo, le vent a tourné, hein, c'est de la mer vers la terre. Il
Enfin, peu importe, j'ai été me mettre à l'abri derrière les rochers pour passer une nuit correcte. Par contre, comme vous l'avez vu, 2 heures du matin, beaucoup de vent, beaucoup de pluie. L'antenne de Starlink fonctionnait bien. J'avais la télévision à 2 heures du matin. Le matin, quand je me suis réveillé, il n'y avait plus de captation de l'antenne Starlink. Je ne connais pas trop. Il ne pleuvait plus et il n'y avait plus de vent. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai regardé l'obstruction de l'antenne sur l'application. Il y a, on peut voir s'il y a quelque chose qui gêne la captation dans le ciel. Sur la partie gauche là, de l'obstruction, là, ce que vous voyez à l'écran, c'est un cas plus ou moins normal avec quelques petites obstructions, mais on a la coupole globale au-dessus de l'antenne. Et à droite, j'avais une demi-sphère coupée en deux au-dessus de l'antenne. Ça voulait dire que j'avais toute une partie de l'antenne qui était obstruée. Donc j'ai ouvert le skidome du toit du camping-car, j'ai pris mon balai, j'ai donné un petit coup dessus. Dans la nuit, il y avait eu, comment ça s'appelle, de la grêle et de la neige fondue, on ne sait pas trop ce que c'était. Il y avait une partie de l'antenne qui était recouverte avec ça. Et comme je n'avais pas mis le chauffage en fonctionnement, évidemment, ça faisait une obstruction. On viendra aussi par la suite à parler de l'obstruction par la neige, parce qu'évidemment, pour éviter la consommation, j'ai tendance à ne pas mettre l'option chauffage en marche, mais si on se fait surprendre par la neige, et ben voilà, on se réveille le matin avec de la neige sur le toit. On verra ça un peu plus tard. En fin de compte, regardons tout de suite ce problème de neige qui s'accumule sur le toit du camping-car. Je vais vous passer une petite vidéo que j'ai fait quand on est monté donc au Cap Nord. À l'époque, nous étions encore en Finlande. Il faut savoir qu'en Finlande, on a eu des températures la nuit qui sont descendues à moins 21 degrés. Au niveau des consommations déjà de gasoil, tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais regardé, la moyenne de mon camping-car me donnait 10,1 litres. Et si je faisais le calcul des kilométrages avec cette consommation-là par rapport à ce que j'ai mis dans le carburant, il y a une différence. Et cette différence, c'est la consommation du chauffage pendant les nuits. Enfin, les nuits sont relativement longues ici, puisque ça va de la fin de l'après-midi au matin. Donc, en moyenne, j'ai consommé depuis le départ de France 2,5 litres de gasoil par jour. C'est la moyenne entre les températures qui étaient quand même assez douces en Allemagne et puis en République tchèque, et puis plus on est monté en Pologne et puis les pays baltes, plus ça commençait donc à faire froid, jusqu'à des températures de moins 21, et ça a remonté un petit peu les températures quand nous sommes allés au Cap Nord. Enfin, globalement, 2,5 litres par jour. Au niveau des consommations électriques, alors c'est pour ça que j'en parle un peu là avec le problème d'enneigement, c'est que ma consommation d'électricité pendant cette période-là, j'ai une batterie de 150 ampères lithium. Entre le soir où je m'arrêtais, parce qu'on a conduit dans la journée le booster DC-DC, c'est un 60 ampères, je le rappelle. Au bout de 2 heures, j'ai rechargé, 2-3 heures, j'ai rechargé la batterie. Donc le soir, en fin d'après-midi, quand on s'arrêtait, j'ai fait 100% de batterie. Par contre, le matin, en me réveillant, j'oscillais, dans le pire des cas, entre 33 et 35%, dans le meilleur des cas, 45% de batterie restante. Ce qui veut dire que je consommais sur une nuit, dans le pire des cas, une centaine d'ampères-heure, et dans le meilleur des cas, 80 ampères-heure par nuit. Alors c'est énorme. C'est énorme. Pourquoi ? Parce qu'on a 2 télévisions, il y a la Starlink, bien que j'ai mis une télécommande pour pouvoir l'arrêter. Je vous invite à regarder mes vidéos précédentes. J'ai mis un système qui bascule l'alimentation de la Starlink quand je roule sur le moteur du camping-car, sur la batterie du moteur du camping-car. Quand je m'arrête, automatiquement, ça bascule sur les batteries de la cellule.
J'ai mis une grosse capacité pour éviter d'avoir des micro-coupures quand je bascule de l'un à l'autre. Donc la Starlink tourne en règle générale jusqu'à temps qu'on éteigne la télévision le soir, sauf quand on oublie. Et je ne mettais pas systématiquement le chauffage en marche. Pourquoi? Parce que ça consomme plus. Alors je ne sais pas comment il détecte la présence de glace. Si vous regardez mes vidéos précédentes, à la maison, j'ai mis la Starlink Mini dans le congèle pour voir si c'était le froid qui déclenchait le chauffage. Et ça n'a pas été le cas. Le chauffage ne s'est pas enclenché. Ce qui me paraît logique parce que le froid ne veut pas dire forcément neige. Comment font-ils? Ça je ne sais pas parce qu'il n'y a aucun détecteur sur la surface de l'antenne qui pourrait détecter la présence de neige. Je suppose que, comme ils savent où vous êtes, qu'ils interrogent en permanence la météo locale et qui anticipent le chauffage en fonction des prévisions météo. Ça me paraît d'autant plus vrai que si, par exemple, vous avez une coupure, parce qu'il y a de la neige dessus, j'ai eu des fois des coupures, parce que j'avais une forte épaisseur de neige, on ne peut plus mettre en marche forcée à partir de l'application le chauffage de l'antenne tant qu'on n'a pas récupéré de la connexion. Ce qui tient à penser que c'est à distance qui pilote le chauffage et non localement. Donc ce n'est pas des capteurs localement qui détectent la présence. Bon, ça c'est mon avis personnel. Parce que je ne comprends pas comment ils pourraient faire pour détecter la présence de neige. Donc je vais vous passer une petite vidéo pour vous faire voir le matin quand on s'est réveillé ce qu'on avait. Ça marchouillait, on va dire. C'était un coup je chauffe, un coup je chauffe pas. Un coup je capte, un coup je capte pas. J'ai été obligé d'ouvrir la fenêtre de toit et de donner un petit coup de balai dessus. Ça a été très vite, puis aussitôt, boum, ça s'est mis à refonctionner. Voilà. Enfin, refonctionner d'une manière permanente. Bon, réveil ce matin. Il y a 10 cm de neige. Et je crois qu'il y a pas mal de neige sur l'antenne de Starlink. Alors ça passe toujours, ça marque que c'est obstrué. J'ai des coupures. Mais il faut avouer une chose, c'est que j'avais pas mis le réchauffage en fonctionnement. Je me suis laissé piéger. Donc je verrai ça plus tard. De toute façon, malgré la neige qu'il y a dessus, là, ça passe quand même. Et j'ai mis le chauffage tout à l'heure, vous verrez les vidéos comment on met. Mais voilà, il faut que ça fonde. Donc là, je vais tenter de prendre la route. Alors, on est dans un spot ici, la route elle est là-bas au bout. Il va falloir y aller. Alors, il y a une voiture qui a roulé déjà ce matin. Un gars qui est venu faire pisser son chien. Il y a à peu près 10 cm de neige. Voilà. Donc la Starlink a fonctionné avec 10 cm de neige. Bon, faut avouer, a fonctionné mal. Il y avait des coupures, ça revenait. Mais bon, j'avais quand même du débit. Oui, donc avant de passer à la suite, quelques petites précisions concernant ma consommation électrique. Je précise que mes 100 ampères que je consomme par jour, je n'ai pas de frigo à compression. Par contre, j'ai un respirateur pour la nuit. Voilà. Donc après, c'est quoi? C'est la télévision, c'est le PC, c'est le chauffage gasoil, quand même, avec la ventilation. Alors, concernant le chauffage gasoil, j'ai fait des vidéos sur l'autotherme. Dans la vidéo que je vous ai fait voir, je mettais l'aspiration à travers un piège à son avec reprise sous le lit. Le chauffage est sous le camping-car et je ressoufflais dans le réseau de gaine existante vers le truma, ce qui permettait en même temps de réchauffer l'eau puisque l'air chaud arrivait à travers le truma. J'ai fait une petite modification pour venir ici au Cap Nord. J'ai supprimé l'aspiration dans le camping-car et j'ai aspiré l'air à l'extérieur. C'est-à-dire que j'ai mis ma gaine sous le camping-car, dans le bon sens, loin du pot d'échappement, bien sûr, pour pouvoir souffler en tout air neuf, tout air extrait. Donc avant, j'étais en recyclage, et là, je passe en tout air neuf, tout air extrait.
Pourquoi j'ai fait ça? Alors, il faut savoir que ça consomme beaucoup plus que travailler en recyclage. En recyclage, on prend l'air qui est à, disons, 19 degrés, 20 degrés dans le camping-car, on le réchauffe et on le ressouffle. Quand on prend de l'air à l'extérieur à moins 20, il faut déjà l'amener à 20 degrés, température qu'on souhaite dans le camping-car, plus un petit peu plus, pour pouvoir combattre les déperditions des parois. Pourquoi j'ai fait ça? C'est pour mettre le camping-car en surpression, avec le vent qu'il y a ici. Les entrées d'air par le tableau de bord, on le sent d'ailleurs l'air, quand il y a des courants d'air, si je ne mets pas le chauffage en marche. Quand je mets le chauffage en marche, je mets le volume en surpression. Hein. Donc, la preuve d'ailleurs que c'est pas étanche, c'est que comme je souffle mes 168 mètres cubes en plein pot, l'air s'échappe par le tableau de bord, par tous les trous qu'il peut y avoir à droite, à gauche. Et si le camping-car était vraiment étanche, je ne pourrais pas souffler 168 mètres cubes dedans. Essayez de souffler dans une bouteille, vous n'y arrivez pas. Pourquoi? Parce que la bouteille est étanche. Et bien, si le camping-car était étanche, je ne pourrais pas souffler mes 168 mètres cubes. Ça me permet de mettre en surpression le camping-car et que l'air que je souffle s'échappe par tous les trous qu'il y a à droite, à gauche. Voilà, pourquoi j'ai fait ça. Ça permet en même temps d'amener de l'air extérieur en permanence, donc ça renouvelle l'air du camping-car, ça élimine aussi un peu l'humidité qu'il pourrait y avoir et qu'on évacue par la respiration. C'est quelque chose qui est bien. Par contre, il faut faire attention de ne pas mettre l'aspiration à côté du rejet du pot d'échappement. Si vous faites tourner le camping-car à l'arrêt pour recharger les batteries ou pour autre chose, il faut que le pot d'échappement du camping-car ne soit pas à l'aspiration du chauffage. Et idem, si quelqu'un se gare à côté et vous envoie son pot d'échappement, il faut faire attention aussi. Bon, s'il y a quelqu'un qui se gare à côté, normalement, il est suffisamment loin pour ne pas aspirer. Ça se mélange à l'air extérieur, donc il n'y a pas de souci. Donc, voilà ce que j'ai fait au niveau du chauffage. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vais avoir un problème avec Starlink d'ici peu. Parce que souvenez-vous, Starlink a augmenté ses tarifs en passant de 59 à 72 euros. Voilà, j'ai pris des notes, je ne me souvenais plus. 72 euros. Et ils ont dit, ah oui, mais maintenant, vous avez pu un abonnement Europe, enfin par continent, vous avez un abonnement mondial. Bon, ça intéresse très peu de personnes, d'autant plus qu'ils ont rajouté une ligne qu'on doit être retourné à la maison, c'est-à-dire en France, dans les 2 mois. Alors, allez donc partir très loin dans le monde et revenir sur la France pour pouvoir relancer son abonnement pour 2 mois, puis vous revenez 2 mois après pour repartir, ça ne le fait pas. Moi, là, je suis parti pour 3 mois. Ce qui veut dire que dans 2 mois, ils vont me dire, stop, retournez en France pour qu'on puisse réactiver votre abonnement. Alors, paraît-il qu'il y a une astuce, c'est de changer son lieu, son adresse de facturation, d'abonnement. C'est ce que je vais faire. Si il me bloque le renouvellement d'ici quelques jours, je prendrai une adresse fictive ici en Norvège, si je suis toujours en Norvège. Je reprendrai un abonnement. Et puis, quand je reviendrai en France, je referai la même chose, je rechangerai mon adresse. Bon, ça, je vous tiendrai informé pour savoir si ça fonctionne correctement. Maintenant, je vais vous passer une petite vidéo sur le Cap Nord, vous faire voir un petit peu le temps qu'on a eu et ce que j'ai pu capter. Voilà, donc ce que j'ai pu capter en montant sur la route, j'étais je crois à 15-16 km, vous verrez en plus les paysages, et ce que j'ai capté en étant là-haut en pleine tempête. Voilà, donc je vous laisse regarder ça, je reviens après pour vous expliquer les différentes vidéos que je vais mettre aussi derrière sur les différentes captations que j'ai pu faire en roulant dans les forêts, où j'ai même capté dans un ferry. Alors pas fermé, mais j'étais encastré dans le bateau et j'arrivais à capter quand même. Vous allez voir tout ça.
Bon, nous sommes à 12 km du Cap Nord. Les routes sont pas mal dégagées. Je vais refaire un test en roulant. Alors, je lance. Voilà, c'est parti. Pendant ce temps-là, regardez ce paysage. Magnifique. Alors, faire gaffe quand même. Les chasse-neige, ils ouvrent la route. On va se mettre ici pour le laisser passer. Ah, la route du Cap Nord est pas simple, hein. Encore, on a de la chance, il n'a pas neigé. Donc je me demande si ce soir on va dormir ici, parce qu'ils annoncent de la neige cette nuit. Et le retour risque d'être compliqué. Voilà, donc si on regarde, si on regarde un débit de 112 en réception, 14 en émission et 39 millisecondes en latence. Allez, je vais en relancer un autre. Pendant que ce sera là, vous allez pouvoir regarder le paysage. C'est parti. Voilà. 106 en réception. 9 en émission, c'est un peu moindre. Et 47 millisecondes. Voilà. Bon, je ferai un essai à l'arrêt sur le parking du Cap Nord. Et on fera un point après. La route du Cap Nord. Ah ouais, hein. Ah ouais. Oh lolo, lolo, lolo. Regardez ces murs de neige de chaque côté. Je sais pas si on va bien voir. Mais c'est chaud là. Bon, il reste encore 6 km. 6 km à faire. Alors, ce que vous voyez là, c'est le Cap Nord à 11 h du soir. Ici, nous avons la même vue, mais comme vous pouvez voir, c'est complètement obstrué par le brouillard, la neige, le vent, le blizzard. Et il est 9 h du matin. Je vais faire un test de débit et après, on va tenter de redescendre. Et je vous garantis que c'était pas gagné, il y a eu des difficultés. Test de débit. C'est parti, on va voir combien on a. Voilà, 133, 131, 140. Ça souffle, hein. Ça souffle. Le camping-car, il bouge avec le vent. On a des rafales de vent, bah évidemment, là on est sur la falaise. Voilà, 118 mégabits en réception. « 15 mégabits en émission et 74 millisecondes en latence. » C'est toujours un peu élevé la latence. Allez, on refait un essai, on n'a que ça à faire. C'est reparti. Alors là, en plus, je partage le débit avec la télévision. C'est-à-dire que si je coupe la télévision, en théorie, je devrais avoir plus. Hein, puisque ce qu'on reçoit, les paquets qu'on reçoit pour faire le test, est partagé entre le test par lui-même, le débit pour la télévision, et j'ai mon épouse qui est sur le téléphone en même temps sur Internet. Donc tout ça, c'est du partage. Mais enfin, c'est pas grave, hein, c'est, vous voyez, 140 mégabits. 14 mégabits en émission, 50 millisecondes. Nous sommes au Cap Nord, sous la tempête. Voilà, la tempête, ça souffle, ça souffle. Regardez, le brouillard. Il va falloir redescendre avec ça, ça va pas être simple.
ça va pas être très simple. Bon, comme à mon habitude, je suis très bavard. On va terminer donc par 3-4 vidéos. Il y a une vidéo où je suis sur l'autoroute, vous allez voir combien je capte. Après, je vais vous faire voir comment je capte les chaînes de radio françaises à l'étranger, ce qui est important, toutes les chaînes de radio. Ensuite, la télévision. Alors, évidemment, la télévision, c'est pas recommandé de la regarder en roulant, mais ça vous fait voir que en roulant, vos enfants peuvent regarder la télévision à l'arrière du camping-car sur des tablettes, par exemple. Et puis, aussi une captation que j'ai fait dans des conditions assez difficiles dans un ferry. Et pour terminer, une captation, alors là je remonte dans le nord de la Norvège, sur des routes verglacées, vous verrez ça. Et puis je reviens vers vous pour faire la conclusion. Là j'étais à 267 mégabits en réception. Je relance. Là on a un peu moins, mais je roule à 110. Nous sommes en République tchèque et nous arrivons bientôt sur la frontière polonaise. Enfin c'est pas mal pour une petite antenne de Starlink mis à plat. On va attendre, je vais refaire une autre mesure. Je ralentis un peu parce qu'il y a un camion devant. Non, laisse. Je vais doubler et je vais relancer. Voilà, on va regarder si ça change quelque chose. Pas mal, hein? Et on est à 106. Ah, c'est joli les petites églises. Voilà, donc antenne Starlink Mini à plat. Franchement, on se demande si ça vaut le coup de motoriser. Bon, enfin, on verra ça quand je serai en Finlande, au Cap Nord, voir si ça marche aussi bien. Bon, là, je suis à 77 km/h. Avec Radio France, on a toutes les radios françaises. Voilà, il y en a un paquet, hein. Et là, je suis en train d'écouter Radio Nostalgie. Et on peut envoyer le son en Bluetooth sur des enceintes connectées. Voilà. Et j'ai la même chose avec Amazon Music. On peut avoir Amazon Music directement avec le Starlink en roulant. Et là, nous sommes donc en Suède. Et on va rejoindre le village du Père Noël. Donc on retourne en Finlande et on continue notre montée vers le Cap Nord. Voilà, toujours en roulant, 80 km/h, avec Canal+, MyCanal. Je vais regarder la 2. Donc je lance et voilà. Mettre un peu plus de son. Voilà, c'est des matins. Donc il est 8h. Donc on peut regarder la télévision et avec Canal+, on peut avoir des films, enfin tout ce qu'on veut, quoi. Voilà. Alors nous sommes sur un ferry en train d'avancer. Pour passer le temps, on regarde la télévision. Voilà. Comme quoi ça passe bien. Et on va faire en même temps un petit test de débit. C'est parti. Voilà, c'est léger là. Enfin c'est léger, on a quand même la télévision, hein. Sur la tablette. Sur la tablette, hein, qui tourne. On va refaire un test parce que des fois ça...
Allez, je reviens en arrière. Je refais un test de débit. Oui, il n'avait pas fini. Mais bon, ça n'empêche pas réessayer. Ah non, je pensais avoir plus. 22 mégabits. Mais toujours avec la télévision qui tourne. Hein. Donc on se partage le débit. Hein. Voilà, 36 mégabits. Mais enfin, on est quand même enfermé dans le ferry là. Hein. De chaque côté, ça monte très très haut. Hein. Je sais pas si on peut voir, mais c'est... Voilà. Comme quoi, voilà, 36 mégabits en réception, 14 en émission, 70 millisecondes. À l'intérieur du ferry, et si on regarde là-bas au fond, on voit que ça bouge. La ligne d'horizon là de la partie qui est fermée avec la montagne. Voilà, comme quoi ça passe vraiment partout. Hein. Comment? Voilà. Et la télé qui tourne. Mais là, c'est dans le contre-jour, on voit rien. Bon, voilà. La télé. Voilà. On va faire un petit test, je le lance. Alors pour information, nous sommes tout en haut de la Norvège, pas très loin du Cap Nord, dans une ville qui s'appelle Kirkenes. Voilà, je vous ferai voir sur la carte où c'est. Et voilà, ça a 152 mégabits en réception, en roulant, 7 mégabits en émission, 6. Et 87 millisecondes en latence. Alors la latence, je sais pas, c'est un peu plus long par ici. Peut-être que les satellites sont un peu plus loin, je ne sais pas. Enfin voilà, pour vous faire voir le paysage magnifique qu'on a par ici. Et franchement, c'est formidable. Alors voilà, sur la carte Kirkenes, c'est là où il y a la flèche jaune. Nous sommes montés tout en haut à droite vers Vardo, la ville de Vardo. J'ai pas pu monter plus haut parce que le camping-car il voulait plus passer. Et la flèche rouge, et c'est le Cap Nord. Donc, conclusion, bah, ça passe partout. À plat, sans aucun problème, que ce soit à l'arrêt, bien sûr, mais que ce soit aussi en roulant, comme vous avez vu, sur l'autoroute, avec des débits qui sont souvent supérieurs à 100 mégabits. Alors, il faut savoir que je vous ai fait voir la dernière fois un logiciel, un accès Internet qui s'appelle starlinkmap.org, où on peut voir le nombre de satellites et comment les satellites circulent au niveau de la Terre. Et au Cap Nord, il y en avait très peu. Et je pensais que j'aurais des soucis au Cap Nord, surtout sans orientation. Alors au niveau orientation, quand je suis chez moi en région parisienne, il me demande de l'orienter vers le nord. Au fur et à mesure que je suis monté, l'orientation me demandait d'aller vers le sud. Et quand je suis arrivé au Cap Nord, l'orientation était toujours au nord. Voilà. De toute façon, l'orientation, comme je vous disais, je pouvais rien faire puisqu'elle était à plat. Hein. Mais pour dire que les orientations changent en fonction de là où on se trouve. Alors, il est évident que si je continuais mon antenne qui s'oriente en fonction de la position des satellites, je gagnerais en débit. Il faut savoir aussi que quand vous faites des débits, vous avez peut-être pu le constater, vous pouvez faire 10 débits les uns derrière les autres et avoir à chaque fois des écarts énormes. On peut avoir, je sais pas moi, 100 mégabits, vous le refaites tout de suite après, vous avez 150, vous le refaites après, vous avez 200, je suis même monté à 250 mégabits. Tout dépend où se situent les satellites au moment où vous faites le test. Globalement, c'est très rare qu'on descende en dessous de 100 mégabits. Ça arrive, hein, surtout en roulant, mais c'est excessivement rare.
Les intempéries influencent aussi le débit un petit peu, hein, quand vous avez des tempêtes de neige ou des tempêtes des trompes d'eau qui tombent sur le camping-car. Là, vous commencez à avoir des débits qui chutent, mais ça n'a jamais gêné pour capter la télévision ou faire du PC. Hein. La seule chose qui a gêné, hein, pour conclure, c'est si jamais vous avez de la neige, de la glace, sur le dessus de l'antenne, d'autant plus que moi, comme j'ai des vérins, elle est hyper horizontale, et ça a tendance plus facilement à s'accumuler que si elle était inclinée. Et surtout, pour gagner en énergie, je mettais à l'arrêt. Il y a 3 modes de chauffage, hein. C'est soit je mets à l'arrêt le chauffage, soit je le mets en mode automatique, et soit je le mets en mode forcé. Donc je le laissais tout le temps à l'arrêt, sauf si je savais que le lendemain il allait y avoir de la neige. Et des fois j'oubliais de le faire, ce qui faisait que quand je me réveillais le matin, j'avais de la neige sur le toit. C'est comme les panneaux solaires, quand il y a de la neige, ça ne marche pas. Donc il a fallu que je donne un coup de balai dessus. Bon, ça c'est vite fait, hein. Et puis ça remarche tout de suite après. Voilà ce que je peux dire. Alors, comparaison, c'est vrai que j'étais assez long sur la comparaison avec une parabole, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent, alors qu'est-ce que je fais? Je dis, en fait, pour moi, c'est extrêmement simple. Hein. Si on doit installer quelque chose, c'est-à-dire qu'on part de zéro, on achète un camping-car, je passe tout de suite à la Starlink. Déjà, différence de prix par rapport à une 85 cm, j'entends. Hein. Après, si vous voulez rester, évidemment, en France ou dans le bas de l'Europe, une 60 cm, ça peut passer, 70, mais à la revente du camping-car, sachez que moi, je regardais ça quand j'ai acheté mon camping-car, quel était le diamètre. Hein, parce que quand on achète un camping-car d'occasion et qu'on a en tête de faire des voyages, eh ben, on souhaite avoir une meilleure captation possible. Donc, au niveau captation, il n'y a pas de problème. Si je dois acheter du neuf, je mets tout de suite Starlink. 2000 € moins les 300 € à l'heure actuelle, ce qui fait un delta en gros de 1700 €. Hein, je l'ai écrit tout à l'heure. Ça représente au prix actuel de 72 € par mois, 23 mois d'abonnement. Et 23 mois d'abonnement en sachant qu'on arrête les abonnements comme on veut. Hein, et si vous partez sur une base de 3 mois, 3 voyages dans l'année où vous activez pendant 1 mois l'antenne, ça fait, je crois, 7 ou 8 ans. 8 années de différence d'abonnement, enfin de prix, entre un achat d'une antenne parabolique à 2000 €, une achat à 300 €, et sur 8 ans, vous allez payer la différence, enfin rattraper la différence, en admettant que les prix restent à 72 €, et moi je parierais sur une chute du tarif Starlink dans le temps, parce qu'il y a de la concurrence qui va arriver, et il va faire chuter ses prix, ça j'en suis quasiment sûr. Voilà où j'en suis de ce voyage. Je suis pour l'instant toujours en Norvège. Je suis à côté d'un fjord. Alors regardez, j'ai déplacé l'antenne. Voilà le spot que j'ai à l'heure actuelle. On est à côté d'un fjord. Voilà. Et puis, on a encore quelques milliers de kilomètres. Hein. J'en suis à peu près à 11 000 kilomètres. J'ai passé aujourd'hui le cercle polaire dans l'autre sens. Et on va descendre tout doucement pour retourner en France. Mais avant, j'ai passé en Suède. Le Danemark aussi. On va visiter le Danemark. On n'est pas pressé. Faut qu'on soit rentré début juillet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, que j'ai répondu à des questions que vous auriez pu vous poser. Moi, je suis hyper content de Starlink. Attendez, on roule, on s'arrête, on allume la télé, ça marche. Il n'y a aucun problème, à pas se dire je vais me garer ici parce que l'antenne va passer ou pas. Vous vous arrêtez, à moins d'être sous une forêt ou dans un tunnel, ça passe partout. Sans problème, franchement,
c'est rêvé comme truc. Et avec du débit et illimité. Hein. Je suis quand même à 1,2 teraoctets par mois, avec des jours où je suis à 62 gigaoctets de débit. C'est vrai que je suis un très gros consommateur, mais je suis comme à la maison, je fais pas gaffe, hein, j'y vais, on a besoin, on fait. Voilà. On reçoit j'envoie des vidéos sur WhatsApp aux petits-enfants, je regarde pas ça. L'abonnement, on regarde pas, quoi. Voilà, tout simplement. Bon, si vous avez des questions, j'y répondrai bien sûr. Et puis, bah écoutez, je vous dis à la prochaine. Ah oui, la prochaine. Allez, encore un petit peu. Dès que je rentre, je m'attaque à une chose, c'est que dans les camping-cars, le détecteur de niveau d'eau, c'est un truc archaïque qu'ils mettent. Alors, dans le mien, du moins, c'est les fameuses sondes qui sont à différents endroits, qui vous disent, voilà, vous avez 0, 25, 50, 75 ou 100% d'eau propre, usée aussi d'ailleurs, et ça merde complètement. On peut remplir à ras et être de niveau, hein, parce que j'ai des reins, et puis qui vous disent, bah, on est à 75, alors qu'en fait, on est à ras du bouchon, quoi. Et les eaux grises, c'est pareil, vous vidangez, vous êtes de niveau, il vous dit qu'il reste encore 25%. Donc ce que je vais faire, je vais m'attaquer à un système à ultrasons, chose que je maîtrise bien, avec un Arduino derrière, et je vais donc envoyer des ondes ultrasoniques et mesurer le temps d'aller-retour pour connaître la hauteur réelle et surtout le niveau, enfin la quantité réelle en litres dans le réservoir. Et ce que je ferai aussi, je ferai une communication Bluetooth entre l'Arduino, ce sera peut-être un ESP32 d'ailleurs, hein, pour ceux qui connaissent, et le téléphone. Hein, je ferai un logiciel sur le téléphone pour voir le niveau directement en application sur le téléphone. Et aussi quand je remplis, pour être à côté du remplissage et de voir directement où j'en suis dans le remplissage. Et quand j'arriverai à 100%, je ferai vibrer le téléphone. Comme ça, si j'ai le téléphone dans la poche et que je remplis, bah, dès qu'il se met à vibrer, je sais qu'il faut que je m'arrête. Bon, j'ai quelques temps pour développer ça, donc je ne reviendrai pas vers vous rapidement. Je ferai peut-être une petite vidéo très rapide pour savoir au bout des 2 mois d'abonnement si Starlink me dit, bah, écoutez, il faut revenir en France pour reprendre 1 mois d'abonnement. Donc j'essayerai de changer d'adresse et là peut-être que je reviendrai faire une petite vidéo très courte pour vous dire, ben voilà, j'ai été coupé, j'ai fait ci, ça a fonctionné ou ça n'a pas fonctionné. Donc, et après je vais développer donc la mesure de niveau par ultrason pour remplacer ces trucs archaïques qu'ils font. Voilà, donc je vous dis à la prochaine.